Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez incroyable. Une histoire de pouvoir, de contrôle et d'une plante toute simple qui a pourtant bouleversé le destin de milliers de personnes. On parle bien sûr du coton, qu'on a surnommé l'or blanc. Alors, la question qui va nous guider, elle est à la fois simple et assez glaçante, finalement. Comment est-ce qu'une culture, une simple ressource économique comme le coton, a pu devenir une véritable arme d'État entre les mains de l'Union soviétique? Et ce qui est fou, c'est d'où vient cette histoire. La réponse à notre question, eh bien, elle se trouve dans un projet de recherche, tenez-vous bien, mené par une lycéenne au Kazakhstan. C'est elle qui a déterré cette histoire, cachée dans des archives locales. Elle a été la toute première à se plonger dans des dossiers judiciaires qui étaient restés secrets pendant des décennies. C'est ça aussi, la beauté de la recherche. Ok, alors pour vraiment comprendre la brutalité de cette campagne soviétique, il faut d'abord qu'on remonte un peu le temps. On doit saisir l'importance vraiment stratégique du coton. C'était une véritable obsession. Et ça, bien avant l'arrivée des soviets, déjà à l'époque de l'Empire russe. Le coton en Asie centrale, ce n'est pas nouveau, ça remonte au 7e siècle. Mais le vrai tournant, c'est au 19e siècle, avec la guerre de sécession américaine. D'un coup, l'approvisionnement en coton est coupé, et là, la Russie tsariste réalise à quel point elle est vulnérable. Sa réaction? Transformer l'Asie centrale en sa propre base cotonnière. On lance des projets d'irrigation énormes, on importe des variétés de coton américaines, mais malgré tout ça, des décennies d'efforts plus tard, en 1913, eh bien, la production locale ne couvre qu'à peine plus de la moitié des besoins du pays, loin, très loin de l'autosuffisance. Et c'est ce chiffre-là qui va tout faire basculer. 100 millions. Pour le tout nouveau gouvernement soviétique, cette situation, cette dépendance économique, c'était tout simplement inacceptable. Il faut s'imaginer, dépenser 100 millions de roubles or chaque année. On parle d'une monnaie forte, garantie par de l'or, pour le commerce international. C'était une véritable hémorragie financière. Et c'est précisément à ce moment-là que la quête de l'indépendance va prendre un virage beaucoup plus radical et beaucoup plus violent. On arrive maintenant au cœur du sujet. Comment cette obsession économique a-t-elle pu se transformer en une véritable campagne de terreur contre les populations locales? Parce que là, l'objectif, ce n'est plus simplement de produire du coton, c'est de l'obtenir, peu importe le prix, par tous les moyens. Cette phrase, « le plan et la loi, ne pas attendre le quota est un crime contre l'État », elle résume tout. Elle illustre parfaitement le basculement. On n'est plus dans une question agricole là, non. C'est devenu une obligation légale. Et si on n'obéit pas, ce n'est pas juste un échec, c'est carrément assimilé à de la trahison. Et l'outil pour mettre ça en place, ça a été la collectivisation forcée. L'idée était simple sur le papier. On élimine les petites fermes indépendantes, on met tout en commun dans d'immenses exploitations contrôlées par l'État. Le régime pensait qu'avec ça, il pourrait imposer sa volonté et enfin atteindre ces fameux quotas de production qui étaient, soyons clairs, complètement irréalistes. Bien sûr, ça a mis le feu aux poudres et a créé un conflit direct entre l'État et les paysans. Et c'est là qu'on touche au cœur de la découverte de notre jeune chercheuse. Ce qu'elle a montré, c'est que la violence n'était pas chaotique. Pas du tout. C'était une instrumentalisation méthodique, systématique, du système juridique. La loi est devenue une arme pour atteindre des objectifs économiques et politiques. Et regardez les outils qu'ils ont utilisés, c'est assez pervers. Des articles du Code pénal prévus pour les crimes contre révolutionnaires, la spéculation, la fraude, tout d'un coup, on les détourne de leur but premier pour les appliquer à des fermiers qui, tout simplement, n'arrivaient pas à produire assez de coton. Le code pénal n'était plus là pour rendre la justice, c'était devenu une arme pour forcer les gens à obéir. Les archives, elles, ne mentent pas, et elles livrent des chiffres d'une précision qui fait froid dans le dos. Tenez, prenons juste un seul mois, dans une seule région. Combien de personnes condamnées dans cette campagne? 402. En un mois. Et c'est là que la vérité éclate. La propagande officielle disait « on s'attaque aux koulaks, les paysans riches ». Mais les archives, elles, racontent une toute autre histoire. Regardez bien les chiffres. Oui, il y a des paysans riches, mais on trouve aussi des paysans de la classe moyenne et même des paysans pauvres. Ça, c'est la preuve que le véritable objectif, ce n'était pas la lutte des classes, c'était le contrôle total de la population. Et derrière chaque condamnation, il y a bien sûr une tragédie humaine. Pour ces 402 personnes, en un seul mois, ce sont 160 fermes familiales qui ont été confisquées. Imaginez un peu des générations de travail, des vies entières anéanties en un instant. Alors au-delà des faits bruts, parlons un peu de l'importance de la recherche en elle-même. Parce que ce travail, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est aussi un acte de mémoire, et d'une certaine manière un acte de justice.
Ce document, avec son tampon officiel, c'est la validation. C'est la preuve qu'on est face à des faits vérifiés, à un travail scientifique solide. C'est ce qui a permis de sortir ces dossiers d'enquête, ces sentences de tribunal, de l'ombre des archives du Turkestan pour la première fois. Et c'est exactement ça, la puissance de la recherche. Transformer des documents administratifs, des archives poussiéreuses, en une histoire humaine, une histoire qui nous parle. Et le but final de tout ça, il était profondément humain. Il s'agissait d'utiliser les propres documents du régime, la police secrète, les tribunaux, pour reconstituer une véritable carte de la répression. Et surtout, pour redonner un nom, une identité, une dignité à des victimes qui n'étaient plus que des numéros dans des statistiques. Alors en conclusion, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur le vrai prix de l'or blanc? Quel a été le coût humain, le coût réel de cette quête acharnée pour l'indépendance économique? D'un côté, on a l'objectif affiché, presque noble, assurer l'autosuffisance économique, ne plus dépendre de l'étranger. Et de l'autre, la réalité. Une campagne de répression de masse, un système juridique transformé en outil de terreur contre ses propres citoyens. Au final, le prix de cette indépendance a été payé avec la liberté et souvent la vie des gens. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question qui ouvre des perspectives. Si une seule lycéenne, en fouillant dans des archives locales, a pu mettre au jour une histoire aussi fondamentale, alors combien d'autres vérités, combien d'autres histoires sur notre passé dorment encore dans des cartons et n'attendent que quelqu'un vienne les révéler au grand jour?